Je suis très heureux d'être parmi vous. J'encourage les étudiants qui ont organisé cet événement. Là, aujourd'hui, sans tarder, on va parler un peu de l'autisme. Vous savez, quand on parle de l'autisme, il n'y a pas autisme. Il y a un trouble du spectre autistique. Pourquoi un trouble du spectre autistique? Parce que les enfants autistes qui sont atteints de ce trouble ne se ressemblent pas. Seulement, ils ont un élément très important en commun, c'est l'absence ou la difficulté à avoir une interaction sociale. C'est-à-dire l'enfant autiste n'arrive pas à s'introduire et à communiquer avec les autres enfants. Donc voilà, les troubles de l'insertion sociale, c'est l'élément le plus important chez ces enfants-là. Voilà. Pardon. Alors, un petit historique, en 1943, c'est Kanner qui a découvert 11 enfants qui avaient un comportement d'indifférence sociale et aussi affective. À la même époque, il y a un autre bonhomme qui s'appelle Asperger et qui a trouvé des enfants qui ont le même comportement, mais la différence, c'est que ces adolescents-là étaient verbaux, c'est-à-dire ils pouvaient parler. Waouh, je vais vite là. Et ce n'est qu'en 1980 que l'autisme infantile a été prononcé pour la première fois et il a été classé dans le DMS-3 qu'on voit mal ici, qui est la classification américaine. Alors, rapidement, il faut savoir que chez les mammifères, comme les éléphants, l'enfant reconnaît l'enfant éléphant, le bébé éléphant, il reconnaît sa maman par l'odeur. Elle aussi, elle le reconnaît par l'odeur. La différence chez les primates et nous, c'est qu'il y a l'odeur, il y a la vision, il y a la voix, il y a le toucher. C'est pour ça d'ailleurs qu'on arrive à reconnaître une personne quand on lui parle au téléphone, si on la connaît déjà. Alors, là ça passe vite. Cette odeur, l'odeur, la voix et le toucher nous permettent de faire ce qu'on appelle une expertise sociale. L'expertise sociale commence au début, le bébé en relation avec sa maman, puis après avec d'autres enfants au niveau des crèches, puis après l'école, le collège et enfin l'état professionnel. Cette expertise sociale, c'est ce qui manque chez les enfants qui sont atteints de troubles du spectre autistique. Alors sachez que le cerveau du bébé est né pour changer et ce changement, il dépend de plusieurs facteurs. C'est des facteurs de comportement et aussi des perturbations génétiques propres à l'enfant lui-même. Le facteur qui nous intéresse, nous, le plus, c'est le facteur social. Remarquez ici, je pense que, bon, ce qui est écrit en bas, c'est eye tracking. Eye tracking, c'est quoi? C'est quand on a remarqué que ces enfants-là n'arrivaient pas à avoir le suivi visuel pour rentrer en communication avec les autres enfants, il y a eu cette mesure de eye tracking. C'est quoi? On met l'enfant sur une chaise et on essaie de mesurer sa vision. On mesure sa vision dans sa capacité et aussi dans son orientation. Remarquez ici, en haut, un enfant qui est neurotypique, c'est-à-dire qui n'a pas de trouble du spectre autistique, quand il regarde une personne, il la regarde juste en face, au niveau des yeux, au niveau du nez, alors qu'un enfant qui a des troubles du spectre autistique, il va regarder au niveau des épaules et il va regarder surtout tous les petits objets qu'il y a tout autour de cette personne. Il y a cette vulnérabilité génétique dans les étiologies parce qu'on ne connaît pas une cause bien spécifique à ce trouble du spectre autistique, mais on sait une chose. On sait une chose, qu'il y a une vulnérabilité génétique, c'est-à-dire le développement le désordre neurodéveloppemental, il est d'origine biologique, mais on ne sait pas comment cette implication de facteurs génétiques se transmet. On sait une chose qui a d'ailleurs renforcé cette hypothèse, c'est qu'au niveau d'une fratrie, quand il y a un enfant qui est autiste, qui est atteint de troubles du spectre autistique, il y a 5 à 6% de risque pour les autres frères ou sœurs d'avoir ce trouble du spectre autistique. Par contre, chez les jumeaux homozygotes, le risque il est de 60 à 90%.
Donc vous voyez qu'il y a quand même ce facteur génétique qui est renforcé. Alors on parle de troubles du spectre autistique qui deviennent plus nombreux. Finalement, cette fréquence, on pense on a l'impression que le nombre des enfants atteints d'autisme augmente, mais ce n'est pas vraiment ça. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement, il y a eu un élargissement des critères diagnostiques, donc automatiquement d'autres enfants qui n'ont pas été étiquetés autistes sont rentrés dans le lot de l'autiste, et il y a une disponibilité et accès des outils qui sont devenus standards, c'est-à-dire les outils que j'utilise moi, ou le psychologue, ou le psychiatre, ou l'orthophoniste sont les mêmes, donc on peut détecter les mêmes enfants. Il y a la multiplication des professionnels qui sont formés. Il y a aussi un public et un professionnel qui est très averti maintenant et sensibilité pour les signes du trouble du spectre autistique. Avant, il y avait la triade autistique qui comporte l'altération des interactions sociales, l'altération des communications et l'altération des comportements et des intérêts restreints. Maintenant, on ne parle plus de triade autistique. Le DSM-5, qui est le dernier, qui n'a pas encore été traduit en français, il passe de triade à la dyade, c'est-à-dire 2 éléments. Le premier élément de cette dyade, c'est le trouble de la communication à la fois non verbale et verbale. Le deuxième élément, à côté des intérêts restreints et stéréotypés, on ajoute les caractères stéréotypés et sensoriels et réceptifs. Qu'est-ce qui a fait que le diagnostic et la prise en charge des enfants atteints d'autisme a vraiment avancé? C'est surtout la neuroimagerie. La neuroimagerie a détecté ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Alors, on remarque ici, quand on essaye de mesurer le flux sanguin, on remarque que chez les enfants atteints de troubles du spectre autistique, ce flux sanguin est très diminué au niveau d'une région bien spécifique, c'est la région temporale. Quand on passe à l'imagerie, on remarque aussi que voilà, les enfants témoins qui ont une quantité de substance grise normale pour leur âge, et les enfants qui sont atteints de troubles du spectre autistique qui ont une substance grise qui est très diminuée. Alors, finalement, on a remarqué que c'est le sillon temporal qui est la cause et qui est coupable de cette perturbation cérébrale. Pourquoi ce sillon temporal? Parce que la perception du mouvement biologique se fait à ce niveau-là. Et on a remarqué, les études ont montré que c'est la première zone qui traite les mouvements de la face, donc l'interprétation des regards et des gestes, et c'est aussi la première zone qui traite la voix humaine. Donc s'il y a une perturbation à ce niveau-là, automatiquement on n'aura pas une bonne interprétation des regards, on n'aura pas une bonne interprétation des voix, et automatiquement on ne pourra pas avoir une interaction sociale. Juste une petite remarque, c'est que les enfants autistes, les parents généralement se posent souvent la question à un certain moment, est-ce que mon enfant entend ou n'entend pas? Pourquoi? Parce que quand on appelle l'enfant, il ne se retourne pas. Alors que quand on jette un autre objet devant lui, on voit qu'il réagit à ce son. C'est tout simplement parce que cet enfant, il reçoit le son, mais il ne sait pas le traiter pour savoir est-ce que c'est une voix humaine ou c'est tout simplement un objet qui a fait du bruit. Alors vous allez me dire, il ne traite pas la voix au niveau de cette région temporale, il ne suit pas le regard, mais pourquoi il a toute cette perturbation de comportement? Ben, tout simplement parce que le cerveau, c'est un circuit électrique. Donc, quand il y a une région qui est atteinte, automatiquement, elle ne va pas envoyer les messages vers l'autre région et tout le cerveau sera perturbé. Une nouveauté pour les enfants atteints de troubles du spectre autistique, c'est la scolarité. Vous savez qu'avant, les enfants atteints de ces troubles-là, on disait qu'il faut attendre qu'il devienne verbal pour l'introduire dans une école pour qu'il puisse suivre une scolarité. Les choses ont complètement changé. C'est que maintenant, ces enfants, on commence la scolarité avec eux par une autre méthode, une méthode d'imagerie. Et on a remarqué que quand on remplit leur cerveau, quand ils reçoivent beaucoup d'informations par image, le jour où ils commencent à parler, ils ont déjà cette réserve au niveau de leur cerveau, donc ils auront cette capacité. Il est possible de construire des compétences langagières avec des enfants qui ne sont pas dans le verbal. Donc,
quand on apprend à cet enfant beaucoup de choses par l'image, on va stimuler son verbal, on va l'exciter à parler. Bien sûr, quand il y a une scolarité, il y a toute une préparation. On ne va pas mettre l'enfant directement dans une classe et on le laisse. Donc, il y a toute une préparation. L'enseignant doit se préparer et l'école doit se préparer pour ça. Bon, je crois que le temps, on n'a pas assez de temps, vous posez des questions après. Alors, il y a un certain Harrison qui a dit, par exemple, l'autiste, quand il voit un verre d'eau, il ne verra que le verre d'eau. Alors que nous, les neurotypiques, on voit le verre d'eau, on imagine de prendre un verre avec quelqu'un, on imagine l'eau, on imagine le bain, on imagine beaucoup de choses. Lui, il reste dans le verre d'eau seulement. Il y a une chose importante, les aspis qui sont atteints de maladie d'Asperger, ils nous appellent, nous, les neurotypiques. Ils ont dit des choses sur nous. Ils ont dit que le syndrome neurotypique, c'est un trouble neurobiologique caractérisé par la préoccupation excessive par les problèmes sociaux. C'est vrai, c'est ce qui se passe avec nous. Un délire de supériorité et une obsession de conformisme. De nombreux neurotypiques retrouvent leur équilibre en interagissant normalement avec les personnes autistes. Je vous remercie. Moi, personnellement, chef des associations d'étudiants et tout, qui s'occupent surtout du social. Ils aident les enfants, ils aident les handicapés, ils aident les vieux et les vieilles et tout. Mais je n'avais pas l'idée que des étudiants fassent un événement là, qui est d'un assez haut niveau. C'est-à-dire c'est un événement qui fait appel à des scientifiques et avec une assistance aussi à ses côtés. Et je pense que ces événements, il faut qu'ils soient quand même plus fréquents et plus élargis. Et peut-être, ça serait intéressant aussi d'organiser des événements thématiques. C'est-à-dire prendre un thème pour une matinée, un thème pour l'après-midi. Pourquoi je propose ça? Parce que quand on prend un thème, après la discussion sera plus bénéfique, plus élargie et elle pourra prendre beaucoup de temps avec un ensemble de personnes qui vont vers la même direction, le même objectif. Ça, c'est très important. Donc moi je trouve que c'est un événement très important et très intéressant. Bon, on a parlé de l'autisme, les troubles du spectre autistique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça reste une problématique quand même. Parce que, vous savez, l'autisme en Algérie, ce n'est pas ce qu'on lit sur Internet. On voit que déjà les gens dans les pays hyper développés traînent encore avec ce trouble du spectre autistique puisqu'ils n'ont pas d'étiologie, ils n'ont pas de cause bien précise, il n'a pas un traitement bien précis et que sa prise en charge reste une prise en charge multidisciplinaire. Et quand on dit multidisciplinaire, la chose la plus importante, c'est dans cette équipe multidisciplinaire, il faut qu'il y ait les parents. Les parents font partie de l'équipe multidisciplinaire. Je remarque que sans les parents, on ne peut rien faire. Donc peut-être qu'il faut aller vers la guidance parentale et de là aller vers l'enfant. C'est-à-dire contourner l'enfant par une guidance parentale et c'est les parents qui vont nous l'emmener vers là.